Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, à l'heure du magazine Archiculture. C'est le premier numéro de l'année 2025 et nous allons porter un regard sur le poumon, comme on l'a dit, de la ville de Niamey, la ceinture verte. Cet espace, pourtant vital pour l'environnement urbain, est aujourd'hui confronté à une réalité qui préoccupe tous les acteurs. Urbanisation rapide, pression démographique et manque d'entretien, les défis sont énormes. Peut-on encore sauver ce qui reste de la ceinture verte ? Ou bien faut-il penser à de nouveaux espaces verts pour préserver l'équilibre environnemental de la capitale? Suivez ce reportage de la rubrique Ma ville et ses enjeux pour en savoir plus. Quelques années après l'indépendance, dans le cadre de la politique nationale de lutte contre l'avancée du désert et pour l'amélioration du cadre et de la qualité de vie urbaine, la ceinture verte que nous connaissons actuellement a été mise en place. Après plusieurs décennies, ce poumon vert a perdu aujourd'hui une très grande partie de sa superficie à cause de l'urbanisation galopante. La ceinture verte a été à plusieurs reprises protégée ou l'objet de protection par les autorités, notamment le ministère de l'Environnement, qui a initié plusieurs actions avec d'autres partenaires. Et il se trouve, ou suite à plusieurs constats, le ministère de l'Urbanisme a autorisé aussi ce qu'on appelle des arrêtés de lotissement. Donc, au fil du temps, nous avons constaté qu'il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts entre la politique nationale qui initialement avait cherché des fonds pour protéger et l'autre avait essayé d'occuper de manière officielle la ceinture verte. Concernant la situation actuelle de la ceinture verte, il faut rappeler que selon les données du ministère, 14 lotissements ont été octroyés à des lotisseurs privés qui ont morcelé une grande partie de la ceinture verte. Ces 14 autorisations ont été octroyées par les différentes autorités municipales qui se sont succédées au niveau de la ville de Niamey et au niveau du ministère en charge de l'urbanisme. À cela s'ajoutent 4 lotissements informels. On peut ajouter l'implantation de plusieurs équipements publics dans l'emprise de la ceinture verte. Les camps militaires, des équipements marchands. On a le marché de Tourakou et le marché à ferraille de Wadatala qui a été délocalisé dans cette zone. On peut citer aussi la gare ferroviaire de la ville de Niamey et l'hippodrome de la ville de Niamey également. Aujourd'hui, la ceinture verte fait face à plusieurs défis. Sur le plan d'aménagement et les questions environnementales, cet espace vert peine à accomplir ses objectifs initiaux. Donc, elle avait pour vocation à son temps de protéger la ville de Niamey contre les vents poussiéreux venus de la partie désertique du pays, de contrecarrer les îlots de chaleur en rendant notre ville plus fraîche et comme troisième vocation d'embellir la ville de Niamey. Donc, par rapport aux objectifs, nous pouvons le voir aujourd'hui. Initialement, c'était un projet actuellement qui a 1 km de large avec environ 25 km de longueur. Donc, c'est une zone verte ou un poumon vert pour la ville permettant non seulement de lutter contre les intempéries et aussi de permettre un espace d'agrément pour la population urbaine de la ville de Niamey. Cette population qui, malheureusement, la ceinture verte au fil du temps est devenue un fief d'insécurité et aussi une zone de dépotoir, sans parler aussi des habitats insalubres, des habitats spontanés qu'on retrouve dans la ceinture verte. Donc, l'état actuel par rapport aux objectifs initiaux, on peut constater un décalage énorme. Au-delà de la perte de superficie, la dégradation due au manque d'entretien constitue également un défi majeur, car entraînant une diminution de la biodiversité, une situation qui laisse un impact écologique important.
Dans ce contexte de changement climatique et de recherche active de l'amélioration du cadre de vie en milieu urbain, la prise en main de la ceinture verte est cruciale. À cet effet, le concours des autorités, l'implication de la population et de tous les acteurs sera essentiel. Nous le voyons dans les quartiers, il y a pas mal d'initiatives que les riverains initient dans le cadre de préserver leur environnement. Pourquoi ne pas le faire pour le cas de la ceinture verte? Ne serait-ce que, par exemple, par des séances de nettoyage, initier des activités de préservation, que cela ne vienne pas uniquement des autorités, mais des riverains qui sont à proximité et pourquoi pas à l'ensemble de la ville de Niamey. Plusieurs activités peuvent être initiées dans cette ceinture verte, ce qui peut pousser à sa mise en valeur. La population, il faut le dire, a un rôle très important à jouer dans la préservation de la ceinture verte. Elle est la première concernée d'abord. Pour nous, il est question d'abord de mener des campagnes de sensibilisation de la population pour leur montrer l'importance de la verdure en ville, pour montrer aux gens que nous devons tous contribuer à préserver cet espace-là. Et nous pensons aussi qu'avant d'entreprendre des mesures de valorisation de la ceinture verte, il faut impliquer dans la gestion les populations locales. Il faut une gestion participative pour que les gens puissent prendre conscience de l'importance de la préservation de cet espace-là. Avec plus de 70% de superficie perdue, il est important de revenir sur la sécurisation, la préservation et surtout la mise en valeur à travers l'aménagement effectif de ce qui reste de la ceinture verte, ce qui permettra à la ville et à ses habitants d'avoir des espaces de détente et surtout de profiter des avantages que ces espaces peuvent offrir sur la qualité de vie urbaine. Quelques propositions d'aménagement sont formulées par les spécialistes. Nous pouvons proposer la portion qui reste délimitée en 3 zones. On peut par exemple créer une zone d'agroforesterie urbaine, une zone de production agricole et une zone d'agrément. Je pense qu'il est nécessaire de mettre les ressources pour la valorisation de la ceinture verte qu'on a actuellement, de la portion qui reste. Il faut une vraie politique de protection de la ceinture verte. Ne serait-ce que de mettre en valeur en créant des espaces vifs, c'est-à-dire des parcs d'aménagement où la population peut visiter et puis se sentir en sécurité, à l'aise, ou aussi des espaces bien protégés qui peuvent aider à atténuer contre les intempéries, c'est-à-dire qui peuvent aider la ville à atténuer les intempéries ou à aider le couvert végétal contre les ruissellements des eaux pluviales. Donc les grands défis, je me dis actuellement, c'est vraiment de préserver le minimum d'espace ou d'arbres constituant la ceinture verte sur le long de son parcours qui a été prévu. Même si des dispositions sont prises par les autorités pour classer une partie de la ceinture verte au vu de l'expansion rapide de la ville de Niamey, une question se pose. Est-il envisageable de mettre en place une nouvelle ceinture verte qui prendra en compte les réalités actuelles ? À travers plusieurs projets, l'État y est pensé, surtout à travers ce qu'on appelle les plans d'urbanisme. Tantôt, on parle de plans urbains de référence. Donc, à travers tous ces documents, il y a nécessairement des espaces verts qui sont prévus en l'image de la ceinture verte. On ne peut plus parler de la nécessité parce qu'on est au-delà, vu que déjà cette première ceinture verte a été morcelée, elle a été réduite de 100 à 30% aujourd'hui de son espace initial. Aujourd'hui, c'est une question de survie pour les riverains de penser à un autre espace, à l'image de cette ceinture verte. Cela peut être à la périphérie où on peut trouver des petits espaces qu'on peut reboiser, pourquoi pas. D'ores et déjà, les documents d'urbanisme en prélude l'ont prévu. Donc maintenant, outre la prévision, il faut l'appliquer et puis les préserver, comme le cas de cette ceinture verte qu'on connaît, qui est délaissée. Entre réhabilitation et création, la ceinture verte est bien plus qu'un espace vert. C'est une arme contre le réchauffement climatique et un espoir pour un cadre de vie plus sain à Niamey. Sans ce filtre naturel, Niamey est de plus en plus exposé à la pollution atmosphérique, à l'avancée du désert et aux vents chauds et violents. Après la ceinture verte, chers téléspectateurs, les énergies vertes. Ils sont nombreux les jeunes Nigériens qui étudient à l'extérieur et qui reviennent au pays avec des projets répondant à une problématique majeure. Comme vous le savez, le taux d'accès à l'électricité au plan national est très faible et un jeune Nigérien pense que l'hydrogène vert est une solution efficace pour rehausser ces taux.
Il s'appelle Sidi Ousmane Mohamed, ingénieur en énergie renouvelable et porteur du projet Hydrogène vert au Niger. Il a déjà conçu une maquette illustrative expliquant le fonctionnement de cette nouvelle technologie. Il nous explique dans cette partie du magazine comment l'hydrogène vert peut permettre au Niger de combler les déficits en matière d'énergie et surtout les potentialités existantes. Suivez. L'hydrogène vert, c'est un gaz produit en utilisant des énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolienne pour décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène à travers un processus appelé électrolyse. Ce qui les rend verts, c'est l'absence d'émission de carbone pendant sa production, contrairement à l'hydrogène issu des combustibles fossiles. L'hydrogène vert est une solution durable et polyvalente pour répondre aux besoins énergétiques du Niger. Il permet de stocker l'énergie solaire excédentaire produite en journée, rendant cette énergie disponible la nuit ou lors de faibles productions. Il peut aussi contribuer à l'électrification des zones rurales, souvent des zones qui sont éloignées du réseau électrique, en fournissant une source d'énergie propre et fiable. Cette technologie peut jouer un rôle clé dans la transition énergétique du Niger, en maximisant l'utilisation des énergies renouvelables et en améliorant l'accès à l'électricité pour tous. Le Niger dispose d'un immense potentiel solaire. Comme vous le voyez, l'ensoleillement est particulièrement important et même pendant l'hiver, le pays bénéficie. Donc, je pense qu'il faudrait installer des centrales solaires dans des zones désertiques comme dans la région d'Agadez. Cette énergie solaire pourrait alimenter des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène vert de manière continue. Pour mieux comprendre, je vous prends un exemple concret, celui des centrales solaires de Gorubanda déjà opérationnelles. Et voyons comment l'hydrogène vert pourrait s'y intégrer. Comme toute centrale photovoltaïque sans stockage, elle a une limite majeure. Elle ne produit de l'électricité que pendant la journée et peut parfois produire plus que la demande en période de faible consommation, notamment en hiver. Dans ce contexte, l'hydrogène vert pourrait transformer ces défis en opportunités. Cette énergie excédentaire, au lieu d'être gaspillée, pourrait alimenter des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau. Cet hydrogène serait ensuite stocké et utilisé pour fournir de l'électricité la nuit ou en période de forte demande. En intégrant l'hydrogène vert à des infrastructures comme Gorubanda, le Niger pourrait maximiser son potentiel solaire et renforcer la fiabilité de son système énergétique. Pour introduire l'hydrogène vert au Niger, plusieurs étapes seraient nécessaires. Tout d'abord, il est crucial de commencer par sensibiliser les acteurs publics et privés aux avantages de cette technologie à travers des campagnes d'information ou de formation. Ensuite, attirer des investissements et des partenariats pour financer les projets. Il sera aussi essentiel de construire des infrastructures comme des centrales solaires, des électrolyseurs, tout en mettant une politique incitative pour encourager son utilisation. Le Niger ne dispose pas encore de toutes les ressources humaines qualifiées nécessaires pour mener à bien ce projet. Toutefois, le pays regorge de jeunes ingénieurs et techniciens talentueux qui ne demandent qu'à être formés. Pour pallier ces manques, il serait alors judicieux de développer des formations spécialisées en partenariat avec des universités locales et internationales. Les collaborations avec des experts étrangers pourraient également accélérer le transfert de compétences. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ce premier numéro de Archiculture pour l'année 2025. J'espère que vous l'avez bien suivi et apprécié. Vous pouvez aussi le revoir sur nos plateformes via les adresses qui s'affichent en bas de vos écrans. Prochain numéro dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien.